Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus dans ce webinaire. Merci pour votre temps. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'Azure AD, dans les profondeurs, en deep dive. On va parler d'authentification, de gestion et de sécurité. Donc, quand je dis gestion et sécurité, je pense que vous l'aurez compris, ceux qui font de l'Azure AD depuis longtemps, on va parler un petit peu de Microsoft Entra et puis de la gestion d'un modèle Zero Trust autour d'Azure Active Directory pour pouvoir faire du hardening donc granulaire en termes de sécurité. Et on parlera également de la partie authentification, comme je le disais tout à l'heure en préambule, sur la partie donc authentification au niveau des applications et voir un petit peu comment ça se passe en termes de tokens, les endpoints de connexion, etc. Donc pour ma part, je suis Céphale Attaque-Route. Je pense qu'on se connaît peut-être un petit peu tous dans la salle. Je suis donc Microsoft MVP sur la partie sécurité depuis 8 ans et j'interviens, enfin j'ai une boîte en fait qui est à Genève, donc je suis à mon compte et j'interviens sur tout ce qui est problématique cloud en général, la partie Azure. Donc, ma spécialité c'est vraiment Azure, donc la partie IaaS, PaaS, SaaS et également aussi la partie Azure AD bien évidemment, donc sur tout ce qui est gestion des accès. Oui, et de la sécurité, donc toute la suite et la stack Microsoft 365 Defender et Microsoft Defender for Cloud, donc sur la partie Azure. Et bien évidemment, je suis co-organisateur avec notre équipe CADIM des Identity Days. Et donc, voilà, on a eu l'idée un petit peu de vous proposer quelques webinars en attendant donc la prochaine édition qui va arriver, donc en octobre prochain, et qui promet d'être encore une fois grandiose parce qu'on va atteindre la cinquième, on va dire la cinquième épisode. Alors, donc, dans cette session, ici, l'agenda est le suivant. Donc, on va avoir un petit peu la plateforme Azure AD en termes d'identité. On va avoir ensuite la partie Microsoft Entra, la vision Microsoft Zero Trust, et puis on finira par, on va dire, un gros chapitre qui va parler de hardening de manière très rapide d'un tenant Azure Active Directory. On vous montrera un petit peu la keychain aussi, qui vous permettra justement de vous protéger et de voir en fait finalement qu'on a quand même des réels risques au niveau Azure AD, que si c'est pas bien sécurisé, ça peut être compliqué derrière. Et puis on finira par une étape en fait avec un slide qui vous donne en fait tous les plans pour pouvoir donc sécuriser votre Azure Active Directory. Alors donc Azure AD Platform, comme vous le savez, hein, donc Azure AD, c'est l'IDP ID IaaS en fait qui est proposé par Microsoft. Cette solution, on va dire, de gestion d'identité et d'accès, finalement, elle va vous proposer plusieurs choses pour pouvoir donc déjà gérer les identités, mais aussi gérer les accès et les autorisations. Ça, c'est important. Et à l'intérieur, en fait, on va retrouver plein de choses. On va retrouver donc tout ce qui est API et aussi gestion PowerShell, d'accord, donc l'API configuration. Elle va se baser surtout sur la librairie MSAL, donc la librairie open source de chez Microsoft, donc Microsoft Authentication Library, d'accord. Donc c'est elle en fait qui va permettre de gérer tout ça. D'ailleurs, les développeurs qui étaient sur de l'ADAL en fait sont invités justement à pousser et à utiliser en fait la librairie MSL, donc la nouvelle librairie. Donc moi, je travaille avec des développeurs qui développent des applications et quand ils les intègrent dans Azure AD, en général, on passe toujours par cette librairie-là, qui est open source en plus. Ok. Et puis on va retrouver surtout, ce qui est très important, les deux protocoles, OAuth 2.0 et OpenID Connect, pour faire de l'autorisation et de l'authentification. En gros, ça marche un petit peu de pair, on le verra tout à l'heure. Et à l'intérieur, on va retrouver ces types d'identités. Les types d'identités qu'on va retrouver, ça va être les Work or School Accounts. Donc les Work or School Accounts, tout simplement, c'est les comptes qui sont provisionnés via Azure AD ou alors qui sont synchronisés depuis un AD et qui se retrouvent dans Azure AD. Donc c'est vraiment des comptes Work or School, ok. On va pouvoir trouver également des personal accounts. Donc les personal accounts, j'entends, c'est tout ce qui est Outlook.com, Skype ou Xbox dans, on va dire, l'écosystème Microsoft. Ok. Et puis on va retrouver la partie Azure B2B et B2C, donc avec que ça soit une identité social média ou des local accounts, typiquement un OVH ou un free.fr, etc., etc. Et donc tout ce beau monde-là, en fait, on va pouvoir le retrouver au niveau de l'identity platform. Donc ça, c'est, on va dire, la présentation classique de base de l'Azure AD Identity Platform que propose Microsoft. Surtout, ce qui est important à retenir, c'est la librairie qui va être utilisée pour la partie gestion des identifications et surtout donc les deux protocoles d'autorisation et d'authentification qui sont donc OAuth 2.0 et OpenID Connect. Donc d'ailleurs, ce qui est très important, c'est que l'authentification et l'autorisation dans Azure AD, donc là j'ai juste voulu
Alors bien évidemment, le but, c'est pas de vous faire un cours, mais c'est juste important qu'on se mette bien d'accord sur les termes, en fait, en tout cas au niveau Azure AD. Vous avez la partie authentification. Tout simplement, l'authentification, c'est pour prouver qui vous êtes quand vous allez vous présenter auprès de l'IDP, tout simplement. Et ça, en général, c'est l'OpenID Connect qui va le gérer et qui va donc l'exploiter pour pouvoir en fait prouver votre identité. Et là-dedans, en fait, on va parler de haute N en général dans les termes que vous allez retrouver dans les plateformes de développement. D'accord? La partie autorisation, là, c'est différent. C'est une fois l'utilisateur authentifié, on va pouvoir voir ses autorisations et lui donner des accès ou lui refuser des accès en fonction de certaines actions qu'il va faire. Donc, soit on va refuser ou donner des actions, soit on va refuser ou approuver des accès au niveau des ressources, type applications métiers qui sont intégrées à Azure AD, par exemple via de l'OAuth justement, ou alors des applications que vous connaissez en fait, que vous utilisez tous les jours, comme M365, Teams, OneDrive, SharePoint, etc. D'accord? Et là, en général, ça va être OAuth 2.0 qui va intervenir pour faire cette partie autorisation. Mais vous allez voir que l'OpenID Connect et OAuth2, en fait, ils vont marcher de pair pour pouvoir vous proposer donc toute cette expérience d'authentification, d'accord, et d'autorisation par la suite. Bien évidemment, dans ces termes OAuth-N et OAuth-Z, vous allez retrouver derrière, en fait, tous les mécanismes que vous connaissez, c'est-à-dire qu'on va avoir le conditional access qui va ensuite venir gérer les accès et gérer en fait la sécurité. On va avoir la partie MFA, le multifactor authentication, donc c'est la plateforme Azure, Azure MFA qui va venir derrière vous donner cette partie-là, le passwordless aussi, et puis bien évidemment la partie SSO, très important, pour pouvoir garder les tokens et le redistribuer pour éviter tout simplement de répéter le retap de password à chaque fois que vous allez vous authentifier sur une nouvelle application. Du moment qu'elles sont intégrées et sous-jacentes à votre Azure AD principal, au niveau SSO, avec les access tokens qu'on va voir tout à l'heure, on va décortiquer, tout va marcher avec cette partie SSO. Donc très important, authentification, autorisation. On a deux protocoles, OpenID Connect et OAuth qui vont pouvoir, OAuth 2.0 qui vont pouvoir gérer ça. Au niveau de l'OAuth 2.0, très simple, en fait, en termes d'autorisation, comme vous pouvez le voir, en fait, l'utilisateur, quand il va se présenter devant son web browser, donc il va lancer son appli, admettant que l'appli, c'est une application métier qui est jointe à Azure AD, vous allez avoir, ce qui est très important, c'est la redirection vers l'IDP, donc vers Azure AD directement. Ensuite, lui, Azure AD, une fois il va être en fait, si vous voulez, donc questionné pour pouvoir ouvrir le flux d'authentification, il va lui donner la mire d'authentification. L'utilisateur en point 4, il va saisir ses crédentiaux. Une fois qu'il a saisi ses crédentiaux et que il les a envoyés à Azure AD, là, vous allez avoir tous les points de contrôle que vous connaissez. On en reparlera plus tard, les conditional access. Donc, typiquement, le MFA, typiquement, est-ce que l'utilisateur vient d'une machine, par exemple, qui est Azure Hybrid Join, typiquement, si l'utilisateur vient d'une trusted location, etc. En fait, toutes les conditions que vous allez pouvoir mettre en place pour la partie Zero Trust, justement. Et une fois que c'est fait, derrière, là, en fait, vous allez avoir, tout simplement, l'access token qui va être issue, qui va être envoyé à l'application. D'accord? Directement ici. Après, vous allez avoir une redirection de ces access tokens pour pouvoir ensuite valider, pour pouvoir ensuite présenter, on va dire, l'authentification de manière sécure à l'utilisateur pour qu'il puisse bénéficier de l'application. Grosso modo, donc ça, c'est chez Microsoft, vous pourrez retrouver le schéma, voici la source. C'est vraiment pour bien comprendre là-dessus. Et ce qui est important à comprendre, c'est qu'O2, en l'occurrence ici pour la partie autorisation, il est très lié en fait à l'OpenID Connect, parce que quand je vais aller de l'autre côté, sur la partie OpenID Connect, finalement, ça va être la même chose. À la différence, c'est que je pense que vous connaissez tous ce principe-là. Quand vous allez en fait vous authentifier au niveau d'une application, en général, des fois, on va vous demander ce qu'on appelle un approve consent. D'accord? Donc l'approve consent, c'est l'utilisateur ou l'administrateur qui le fait pour toute l'organisation, qui va en fait consentir finalement des permissions sous-jacentes pour accéder à des données, typiquement accéder à la partie mail, accéder à la partie Azure au niveau avec de la lecture seule, accéder au device avec de la lecture seule, par exemple, pour pouvoir en fait, par exemple, après derrière gérer des choses avec une application tierce, etc. Et finalement, l'API du Connect, c'est lui, il va intervenir là-dessus pour cette partie en fait consent permission. Mais il faut savoir que ces deux protocoles, quand vous allez intervenir dans une authentification Azure AD, que ce soit une application tiers développée maison ou une application SaaS ou une application Microsoft,
en général, vous allez toujours retrouver donc l'OpenID Connect et la partie OAuth 2. Excusez-moi, ici, ouais, j'ai oublié un P. Alors, et d'ailleurs, en termes d'authentification flow, en fait, on va effectivement, ouais, merci, j'avais bien vu, merci. En fait, en termes d'authentification flow, on va utiliser les deux endpoints. On va utiliser l'endpoint d'autorisation ici. Donc là, en fait, l'issuer, ça va être votre ID de tenant. C'est-à-dire que le développeur, en fait, au niveau de son application, au niveau de sa librairie, quand il va venir intervenir et déclencher l'authentification ou déclencher des appels, on va avoir la partie autorisation avec le 2 ici, et on va avoir la partie access token, donc qui va être sur la partie access token ici. Donc on a deux endpoints principaux qui vont être utilisés ici, donc un pour la partie autorisation et un pour la partie token. Vous allez voir tout à l'heure dans Postman, quand on fera les décortications des tokens JWT, on va passer sur la partie token justement pour récupérer l'access token au niveau d'Azure AD, et vous verrez qu'en fait qu'on va utiliser ce endpoint là pour pouvoir le faire et pour pouvoir en fait donc tout simplement récupérer les tokens et après les analyser dans jwt.io. Donc dans Azure AD, le monde, comment ça fonctionne de manière très simple. Vous avez en fait 4 principaux éléments dans une authentification dans Azure AD. D'accord? Donc tout ça, c'est de l'Azure AD derrière, mais si on décortique, en fait, vous allez retrouver le serveur d'autorisation. Donc c'est tout simplement l'IDP, l'IDP qui lui, en fait, va donner directement les autorisations, va donner les tokens, va soit les révoquer, etc. Vous avez le resource serveur ici. Le resource serveur, c'est lui qui va en fait donner les autorisations directement et qui va utiliser ce qu'on appelle les barrières tokens. Donc les barrières tokens, justement, vous allez retrouver tout ce qui est access token, ID token et refresh token. Donc c'est 3 types de tokens qu'on va retrouver, qu'on va en parler tout à l'heure. Vous avez ensuite le client. Alors le client, ça c'est l'application en fait, c'est pas l'utilisateur, très important. C'est l'application en fait donc, qui est protégée, qui va en fait être utilisée. Donc c'est soit une page web, soit une API, etc. D'accord? Et vous avez le ressource owner. Donc le ressource owner, lui, c'est le propriétaire de la ressource. C'est ce fameux, tout à l'heure ce que je vous ai montré, user consent. Donc c'est ici en fait où le propriétaire de la ressource va valider, par exemple, un consent permission sur en fait de l'API permission, par exemple sur de la lecture, sur sur des attributs sur les utilisateurs, sur des attributs sur des devices, etc. pour pouvoir finalement après les présenter à une autre application, etc. Donc dans ce beau monde-là, en fait, quand vous déclenchez une authentification, en général, vous allez affaire à ces 4 principaux éléments, donc autorisation serveur, le ressource serveur, le client et le ressource owner. Et ce qui est très important, c'est que vous allez ici, au milieu de tout ça, vous avez les barrières tokens, et les tokens ici, vous allez retrouver, donc comme je vous l'ai dit, l'access token, le token ID et le token refresh, tout simplement. D'accord? Et en fait, ces tokens-là, pardon, excusez-moi, vous allez les retrouver ici. Donc l'access token, c'est tout simplement le token qui, lui, va donner les autorisations, d'accord, où il y a toutes les permissions qui ont été données au client, etc. Vous avez ensuite l'ID token, donc lui, qui va partir faire en fait la partie autorisation et la partie signature. Et vous avez le refresh token qui, lui, en fait, va faire, en fait, si vous voulez, on l'utilise pour faire le refresh de ces deux tokens-là. Donc l'access token et l'ID token. En général, quand on fait un refresh de session, par exemple. D'accord? Et quand vous récupérez, en fait, un access token, donc sous format JWT, parce qu'en fait, c'est un format JSON Web Token, vous allez retrouver ici un format brut directement, JWT, en fait, de votre token, donc que ce soit Access Token ou Refresh Token, par exemple, qu'on va retrouver ici. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est que quand un utilisateur, donc enfin un développeur plutôt, pardon, voudrait intégrer une application dans Azure Active Directory, en général, en fait, ce qu'on va commencer par faire, donc là, je vous ai préparé une démo. Donc là, on va passer à la pratique. Là, on a un peu parlé de théorie, là, on va passer à la pratique. Ce qui va se passer, c'est que là, vous voyez ici l'utilisateur. Là, vous avez l'application métier qui a été développée par l'utilisateur. Ce qu'on va faire dans Azure AD, c'est qu'on va créer 2 app registrations. En général, on va créer ce qu'on appelle un back, donc ça va être l'API, et on va créer un front. D'accord? Donc ça va être le front qui va accueillir donc, les connexions, qui vont ensuite être redirigées vers le back en termes d'authentification, etc. Et en termes de notification steps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir donc créer une application API, donc back. On va devoir configurer ce qu'on appelle l'exposition de l'API, du scope. On va devoir configurer l'URL de redirection et on va devoir configurer les API permissions. Dans la partie front, on va devoir également
configurer la partie API Permission pour venir taper en fait dans la partie back. Et c'est ça qui permet de faire le lien entre ces deux applications pour pouvoir faire authentifier l'utilisateur depuis cette application métier que vous voyez ici. D'accord? Et ensuite, pour pouvoir construire notre token, donc on va le faire vraiment petit à petit, on va le décortiquer. On va avoir besoin donc de l'application ID du back, l'application ID du front et le tenant ID. D'accord? Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir en fait, grâce à un petit code, générer les tokens et vérifier que tout fonctionne en termes d'authentification. Et puis après, derrière, en fait, le développeur, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est, par exemple, via un framework JavaScript, il va venir s'intégrer ici et utiliser la bibliothèque donc, d'identité Microsoft pour pouvoir donc utiliser ces applications ID, Front ID, Tenant ID, pour pouvoir tout simplement les coder dans son application. Et c'est comme ça, en fait, qu'on intègre Azure AD à une application from scratch qui a été développée maison, par exemple, par vos développeurs. D'accord? Donc ici, je vais vous montrer déjà que j'ai fait sur mon tenant pour la partie donc, application. Donc là, je vais vous partager ma fenêtre ici. N'hésitez pas à me dire si c'est trop petit, en fait. Je répondrai après aux questions. N'hésitez pas à me dire si c'est trop petit. Donc là, vous voyez ici, j'ai une application, donc App Registration, qui est en mode, ici, c'est la partie back, donc c'est l'API, d'accord? Ce qui est très important ici, en termes de plateforme, il faut utiliser le single page application, c'est important, et pas la partie web. Donc là, on est vraiment sur la partie single page directement. OK? Et on a l'URL de redirection. Donc là, c'est du localhost parce que bon, voilà, c'est pour faire des tests. Ce qui est important, la première chose à faire, c'est les tokens. Donc c'est configurer les claims que vous voulez retrouver dans votre token. Donc là, typiquement, j'ai configuré la partie email, given name et UPN. Et je vais vous donner une petite astuce très importante ici. Vous voyez ici dans l'UPN, quand vous cliquez sur Edit, vous avez ici Externally Authenticating. Ça, c'est important parce que si vous voulez que des guests, écoutez bien, si vous voulez que des guests qui se retrouvent dans votre Azure AD, donc avec vous savez, le EXT guest machin, puissent s'authentifier à votre application, vous êtes obligé en fait de cocher ça ici. Après, bien évidemment, les dièses, vous pouvez les remplacer en cochant ici, ça va remplacer les dièses, ce qui fait que ça va faciliter le code en fait au niveau du développeur pour pouvoir faire ces conditions. Mais ce qui est très important, c'est cette option-là qui permettra en fait, tout simplement au niveau de l'access token, d'accepter des claims en fait venant tout simplement d'un utilisateur guest, donc qui vient d'un autre Azure Active Directory ou d'un autre annuaire potentiellement. D'accord? Donc là, effectivement, vous pouvez rajouter, donc après au niveau de l'access token, hein, donc vous voyez ici, il y a l'ID token et l'access token. Donc là, au niveau de mon access token, j'ai rajouté le mail, le given name et l'UPN. Bien évidemment, en fonction de votre appli et de votre besoin, vous pouvez rajouter d'autres claims. Je sais pas, hein, ça dépend. Peut-être que vous avez besoin d'un truc spécifique, vous pouvez le rajouter. Par exemple, la city, etc., etc. D'accord? Donc là, moi, j'ai besoin que de ça pour l'instant. Après, en termes d'API permission, là, j'ai configuré les permissions ici en mode délégué, d'accord, donc sur cette application qui va aller directement sur le back. Ça, c'est pas très compliqué. Et bien évidemment, un grand consent pour toute l'organisation, ce qui fait que c'est l'administrateur qui va grant le consent ici au niveau de l'organe. D'accord, ça, c'est important ici. Ensuite, ce qui est très important, c'est l'exposition de l'API. Donc, c'est ça qui va vous permettre en fait d'exposer le scope. OK? Et vous voyez ici, donc là, on va nommer un scope qu'on va retrouver ici dans l'API avec l'ID. Donc ça, c'est le application ID donc de l'application back plus ici ce qu'on appelle le scope. Donc ce scope-là est très important à bien conserver et surtout ici en termes de consent, j'ai dit que c'est l'admin only, donc ce qui fait qu'il n'y a que l'admin finalement qui va accepter ce consent au niveau de l'application, au niveau de l'organisation Azure Active Directory. D'accord? Ici. Donc si j'avais mis user, les users ils auraient vu ça aussi. Mais là pour l'instant, moi je suis plutôt sur la partie admin. Ce qui est très important, en petite subtilité aussi, pour utiliser la partie haute 2, il va falloir changer le manifeste et le passer ici en version 2. Ça c'est important. Donc l'access token ici, pour aller sur la partie haute 2.0, il va falloir ici le passer en 2. D'accord? Donc ça, c'est la partie back. La partie front, elle est un petit peu plus simple, parce qu'en fait, la partie front, vous allez avoir uniquement la partie API, d'accord, permission, qui va venir en fait directement aller sur mon scope, qui est mon back, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc là, je m'appuie sur ma partie back, et là, je lui donne en fait un accès directement en mode délégué sur cette application, ici. Et une fois que j'ai fait ça directement, en fait, on va
simuler donc, en fait, on va, si vous voulez, on va confirmer que notre authentification, du moins Azure AD fonctionne. Et pour cela, en fait, on a besoin d'une chose. Donc là, on a besoin de ce code-là. En fait, je vais vous montrer ici. Là, si je reviens dans le PowerPoint, ici, en fait, on a ce code donc, qui est donné par Microsoft. Hein. Donc là, vous avez https://login.microsoft.com. Vous avez ici, vous devez fournir le tenant ID et vous vous rappelez ici, là, on est sur l'autorisation. Donc là, on va utiliser le endpoint authorization, comme vous pouvez le voir ici. D'accord? On est bien en 2.0 au niveau de l'hôte, ici. Ensuite, là, on va mettre le front de notre application. Donc là, l'ID donc de notre application front. Et on va mettre le back, l'API plus le scope, comme vous pouvez le voir ici. Et on va donc déclencher une connexion. Donc pour ça, je vais vous faire la démo. Là, je vais me connecter alors sur une page guest complète, parce que celle-là ne fonctionne pas. Alors, hop, j'espère que j'aurai pas d'effet démo, cela dit. Et là, donc, je vais coller mon code ici, d'accord? Donc là, je reprends ici. Là, je l'ai repris avec les bonnes valeurs. Vous voyez ici, j'ai mon ID de tenant ici. Mon tenant ID, c'est l'ID du tenant Azure AD, tout simplement. L'application ID front, qui est ici. Ensuite, l'application ID du back, plus le scope, ici. D'accord? Et donc là, je reviens ici. Donc là, ce que ça va faire, en fait, regardez, ça va m'ouvrir une authentification, enfin une fenêtre d'authentification Azure AD directement. Je prends mon utilisateur, ici. Je me connecte. Là, je saisis son password. Bon, je crois que j'ai mis du MFA dessus, c'est pour faire des tests. Donc, vous voyez d'ailleurs que même le MFA fonctionne, ok? Et c'est là où en fait, ça vous donne, ça vous prouve, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'après, vous avez tous les points de contrôle de sécurité qu'on va pouvoir mettre en place. Et ça, on en reparlera en deuxième partie. Donc là, j'ai le MFA, et là, vous allez voir, j'ai une redirection ici, parce que vous vous rappelez, j'ai fait une redirection sur localhost, machin, c'est juste pour faire des tests. Mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est le code qu'il y a ici. Donc là, je vais tout sélectionner ici. Je vais ouvrir ici un Word, comme ça, comme ça, on va bien le voir. Voilà. Alors, des fois, il est un petit peu capricieux. J'ouvre un Word ici et je vais copier, en fait, donc le code ici que j'ai récupéré. Ce qui m'intéresse dans le code, c'est ça, c'est cette valeur. En fait, c'est ce token, en fait, ici. Il n'est pas encore, on va dire, il est en brut. Donc, c'est ça qui m'intéresse. D'accord? C'est ici. Donc, je vais prendre tout ça, ici, ici. Et j'aimerais savoir à quoi ça correspond. Est-ce que ici, à l'intérieur, parce que là, mon utilisateur, il s'est connecté, mais j'aimerais savoir, est-ce que dans le token JWT, je récupère bien donc l'UPN, le mail, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et je ne sais plus ce que j'ai mis d'autre. Alors, attendez, je reprends. Comme ça, on est synchro. Qu'est-ce que j'ai mis dans la partie back token? J'ai mis email, given name et UPN. D'accord? Donc, j'aimerais déjà vérifier que ça fonctionne. Là, je sais que ça fonctionne parce qu'en fait, j'ai été redirigé, j'ai pas d'erreur, sinon j'aurais une erreur code. Mais j'aimerais juste, en fait, m'assurer que le token JWT fonctionne très bien. Donc, pour ça, en fait, donc on va le récupérer, on va aller dans Postman, je pense que ceux qui connaissent, hein, et dans Postman, en fait, on va saisir des informations, donc le client ID, le scope, le code, le redirect URL, le grand type et le code vérifieur. Et avec ça, en fait, on va pouvoir déchiffrer déchiffrer plutôt, interpréter et afficher notre access token comme ceci. Donc pour ça, je vais aller sur ici, mon Postman. Je vais juste venir ici changer, parce que je l'avais déjà configuré en fait. Je vais juste configurer ici le nouveau code que j'ai récupéré, que je vous ai montré, et je vais faire un send. Et là-dedans, vous voyez que je récupère ici un access token. D'accord? Ici. Donc là, je vais prendre ce access token ici. Voilà. Je vais faire un CTRL V et je vais aller tout simplement dans ici jwt.io. Et là, ça va me permettre ici, tout simplement, de décoder en fait mon token. Et là, vous voyez ici, donc là, je viens de le rentrer. Je vous rappelle que dans un token, on en reparlera dans un token, vous avez trois parties. Hein. Vous avez la partie décodée, la partie header, la partie payload et la partie signature. Et ici, vous voyez que
je retrouve mon audience, je vais retrouver mon tenant, et ce qui est très important, c'est que je vais retrouver mon given name, mon nom et surtout l'UPN, donc KTC, en fait, qui va me permettre tout simplement, KTC, pardon, qui va me permettre tout simplement de faire authentifier mon application au niveau d'Azure AD. Donc là, ce qui fait que les claims que j'ai retrouvés ici, je vais pouvoir affirmer au développeur, en fait, avant de lui dire tiens, tu peux développer, je lui affirme qu'avec les applications ID que j'ai mis en place, donc avec le front et le back, il est capable donc de se greffer avec, par exemple, comme je vous l'ai dit, un framework JavaScript, etc. Il y en a plein sur Internet pour pouvoir intégrer le code dans son application pour pouvoir s'authentifier. Et donc, pour pouvoir s'authentifier, lui, il aura besoin, en fait, c'est ces valeurs-là. Hein. Il aura besoin du client ID, comme je le fais moi. Il aura besoin du back avec le scope, avec le nom du scope très important. Et il aura besoin aussi de la partie tenant ID, qui est ici. Et vous vous rappelez tout à l'heure, on a parlé de endpoint, de service endpoint. Vous voyez ici, là, j'utilise le token, comme je vous l'ai dit. On commence par l'autorisation pour la partie authentification, etc. Et pour ensuite afficher le token, l'access token, je vais pouvoir utiliser en fait ici le endpoint token. Donc avec la partie haute V2, bien évidemment. Et en plus de ça, je peux aussi récupérer le refresh token qui est juste ici. D'accord? Ça, c'est important aussi à bien comprendre. Et donc, si vous voulez, ici, avec ce qu'on vient de faire en termes de décortication, on est capable de dire aux développeurs, voilà, moi, j'ai fini ma partie Azure AD, ça fonctionne en termes de flux, en termes d'authentification. Maintenant, je te laisse coder dans ton application avec les éléments que je vais te donner ici. Donc, application ID pack plus scope et le tenant ID. Et avec ça, dans son code, il va pouvoir donc, bien évidemment, faire son authentification. D'accord? En général, c'est comme ça qu'on fait, en tout cas plein de projets sur lesquels je travaille avec des développeurs, c'est ce qu'on fait en général pour pouvoir faire authentifier des applications maison au niveau d'Azure AD. Donc après ici, voilà, donc là je vous le mets ici pour ceux qui aimeraient revoir les slides. Donc là, on retrouve les claims, comme je vous l'ai dit ici, d'accord? Donc email, given name, UPN. Si je m'étais connecté avec un compte guest, ça aurait marché aussi, parce que encore une fois, je vous l'ai dit, parce que j'ai coché, en tout cas, j'ai activé la prise en compte ici de la partie, d'accord, guest access, ici, d'accord, l'UPN en fait qui viennent et surtout cette partie-là, d'accord, ça c'est important, donc l'externally authenticated. Et donc là, du coup, vous allez pouvoir finalement prouver que ça fonctionne et vous allez pouvoir donc passer le bébé à votre développeur pour qu'il puisse, lui, derrière, venir et faire sa sauce pour s'authentifier. Donc, en termes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en termes de décomposition, vous avez 3 parties dans un token, en fait, JWT. Vous avez la partie header, ici, qui va retrouver donc l'algorithme, etc. Et la partie, en fait, ici, il faut juste que je retrouve ma page. Alors, que je la retrouve. Donc, c'est la partie token vérifier, en fait. Donc ça, c'est un token vérifier qu'on va, en fait, si vous voulez, créer à chaque fois qu'on va devoir faire une authentification. Donc, c'est un truc unique qui est chiffré, etc. Ensuite, vous avez le payload. Donc là, le payload, vous avez tout ce qui est en brut au niveau du token, donc les UPN, etc. Et surtout tout ce qui est audience. Donc les audiences, ça va être votre token, ça va être votre tenant ID, par exemple, ça va être votre UPN, ça va être votre given name, et ça va être aussi tous les claims que vous aurez décidé de garder pour les transférer au niveau de l'authentification, dans le token en fait. Donc là, c'est vraiment le corps de votre token. Et vous avez ici la partie signature, tout simplement. Voilà. Et donc, dans cette partie-là, en fait, quand on souhaite intégrer une application, alors en général, après, vous avez plusieurs méthodes de faire. Hein. Je sais que chez Microsoft, Azure AD, il y a plusieurs méthodes de faire. En tout cas, l'une de celle-ci qui est intéressante, c'est que on se base vraiment sur des bonnes pratiques, c'est-à-dire en provisionnant ici, je reviens juste là-dessus avant de finir, en provisionnant ici donc un front et un back, ce qui fait qu'on n'utilise pas la même chose. Et là, du coup, on est capable de donner quelque chose d'extrêmement granulaire. Et d'ailleurs, après, ce qui est important, c'est qu'en fait, ces applications-là que vous créez, pour la partie sécurité, en fait, quand vous allez dans on en reparlera tout à l'heure justement, mais quand on va ensuite partir et parler un petit peu infra IT au niveau des conditional access, en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'après derrière, moi, je vais pouvoir faire ce que je veux, parce qu'en termes d'application, je vais pouvoir ici les targeter. D'accord? Là, si je cherche mon app, voilà, j'ai mon app front ici et j'ai mon API back ici, d'accord, avec son ID. Et donc là, du coup, je vais pouvoir faire mes conditions MFA,
je vais pouvoir faire mes conditions sur les devices, sur les trusted locations, sur, par exemple, si la machine n'est pas jointe à Azure AD Join hybride ou soit elle n'est pas Intune, elle ne peut pas se connecter, et cetera, et cetera. Donc ça, après, c'est les points de contrôle qui viendront après pour faire justement appliquer le Zero Trust. D'accord? Là-dessus. Donc voilà un petit peu une brève introduction donc de ce qu'on vient de voir, donc la partie autorisation, la partie authentification, la partie token. Rappelez-vous donc les tokens qui fonctionnent. Donc vous en avez 3 en général, c'est l'access token, l'ID token et le token refresh. Ok, l'access token, c'est là où vous allez tout retrouver, vos autorisations, vos claims, etc. Et bien évidemment, vous avez les 2 protocoles dans Azure AD, en tout cas qui fonctionnent de pair, à savoir le PAN-ID Connect et la partie OAuth 2.0. Ok. Hop. Donc maintenant, on va parler un petit peu de la suite. Donc une fois qu'on a fait cette partie-là, vous avez finalement la partie Microsoft Entra qui vient d'arriver en vigueur. Donc c'est encore une fois, hein, Microsoft Entra, c'est pas un nouveau produit. Donc c'est vrai que on entend beaucoup d'amalgame là-dessus. Microsoft Entra, c'est tout simplement en fait, c'est une nouvelle façon de gérer l'identité chez Microsoft autour d'Azure AD. De toute façon, l'IDP principale, la source principale restera Azure AD. D'accord, ici. Et ensuite, à l'intérieur, effectivement, on va venir emmener d'autres fonctionnalités et on va pouvoir les merger ensemble. Et ce qu'on découvre ici, ce que Microsoft a mis en place, c'est 4 outils en plus, en fait, qui vont se baser sur Azure AD. Vous avez la partie Microsoft Entra Permission Management. Ça permet tout simplement de gérer les permissions dans Azure AD et dans d'autres sources cloud comme Google et Amazon. Ça, c'est intéressant. Donc, en fait, ça se base sur des protocoles qui vont finalement juger toutes les droits et toutes les autorisations que vous avez au niveau de votre identité. Et en fonction des autorisations, en fait, ça va dessiner des patterns et ça va dire attention, lui, il a des droits trop élevés ou il a des droits trop élevés par rapport à ce qu'il fait, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez fin technologiquement. Et je vous invite à le tester. Donc ça a été fait par une acquisition de CloudNox, en fait, par Microsoft, qui a été intégré donc dans Azure. Donc si vous avez plusieurs clouds, vous allez pouvoir gérer votre permission management uniquement depuis Azure AD, donc depuis Microsoft Entra. Vous avez la partie Microsoft Entra Verified ID, donc ça c'est l'authentification décentralisée. Pour être honnête, je n'ai jamais pu tester ça. Donc ceux qui dans la salle ont un retour d'expérience là-dessus, je serais bien preneur de cette partie-là, Verified ID, ça peut être intéressant. Et après, vous avez 2 autres points qui sont importants, les workload identities et l'identity governance. Workload identity, c'est vraiment les workloads hors humain, donc hors utilisateur. Là, on va retrouver justement les SPM, hein, typiquement ce que je vous ai montré. La partie, par exemple, quand vous allez vous connecter en PowerShell, par exemple, typiquement sur PNP, par exemple, pour administrer SharePoint, vous avez le choix soit d'utiliser un utilisateur humain, soit utiliser un service principal. Et dans ce cas-là, ça se transforme en workload identities. Et cela aussi, il va falloir les protéger. Et donc là, Microsoft Entra propose cette solution aussi. Et on a la partie Identity and Governance. La partie Identity and Governance, tout simplement, c'est une nouvelle façon de gérer le cycle de vie de l'identité au sein d'Azure AD. Donc là, on va pouvoir créer des tâches, des automatisations. Par exemple, envoyer un email avant la venue d'un nouveau collaborateur, lui assigner une licence automatiquement, le rajouter dans un groupe automatiquement, lui envoyer son TAP, donc le Temporary Access Password, directement par cette voie-là, et déclencher toutes les tâches. En fait, on va pouvoir le coupler à Logic App. Et donc, en fonction de vos Logic App que vous allez pouvoir définir, vous allez pouvoir déclencher pas mal de choses. Donc, c'est un petit peu, voilà, une nouvelle façon de faire, en tout cas qui viendrait directement depuis Azure Active Directory et plus depuis l'Active Directory. Donc c'est quelque chose qui est en train d'être, comment dirais-je, d'être amélioré par Microsoft. Donc c'est pas quelque chose de bien finalisé parce que vous avez en fait des templates prédéfinis, mais aujourd'hui vous pouvez pas créer de nouveaux templates par exemple. Mais demain, je pense que Microsoft va améliorer ça et puis on aura des choses beaucoup plus intéressantes. Maintenant qu'on a vu la partie Microsoft Entra, on va juste parler rapidement de la vision Microsoft, en tout cas de la vision Zero Trust Microsoft autour d'Azure Active Directory, qui se base sur 3 piliers intéressants, qui sont le Verify Explicit, le Least Privilege et le Assume Breach. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cartographié chaque pilier en fonction des outils que propose Microsoft autour d'Azure AD et des outils Microsoft de manière globale dans la partie Defender. Donc, vous avez la partie privilège d'accès minimum, donc c'est le list privilège, donc c'est tout ce qui est PIM, donc le privilège
management. Vous avez aussi un peu de conditional access et vous avez aussi ce qu'on appelle le restrict user consent application. C'est là où on va devoir faire les scénarios de workflow pour faire tout simplement l'acceptance des consents de manière intelligente et pas laisser l'utilisateur le faire, mais plutôt faire un workflow avec des admins, etc. Vous avez la vérification explicite où là, en fait, on va vérifier tout un tas de choses avant que l'identité puisse en fait puisse s'authentifier à une ressource derrière Azure AD. Donc là, typiquement le MFA, on va vérifier l'état de santé de la machine, l'état de santé si elle vient d'Endpoint Manager ou pas, donc Microsoft Intune pour le nouveau nom, pour info, et aussi la partie passwordless, multi-factor authentification de manière globale. Ok. Et après, la partie violation, c'est que de toute façon, on sait que des attaques, on ne peut pas les empêcher, on sait que le risque zéro n'existe pas. Donc, vaut mieux être prêt et avoir une stratégie de détection and response, c'est ça qui est important. Et dans ce cas-là, Microsoft déjà propose plein de choses, notamment la partie Identity Protection qui vient avec Azure AD P2, qui va vous permettre donc de gérer la partie, on va dire, sécurité des identités au niveau du machine learning. On a également la partie Block Legacy Authentication qui est déjà en train d'être fait par Microsoft au niveau du tenant de manière globale au niveau worldwide sur le tenant. Donc ça, c'est déjà très bien. Et aussi, on a d'autres outils qui vont venir se greffer, comme les Conditional Access Control App. Donc ça, c'est l'intégration entre l'Azure AD et le CASB, donc le Defender for Cloud App, pour faire ce qu'on appelle des sessions contrôle, pour faire ce qu'on appelle des Conditional Access basés sur de la session utilisateur. Et on va également, ça c'est plutôt côté on-prem, la partie Defender for Identity qui va, elle, tout simplement, comment dirais-je, va venir protéger les identités on-prem, donc qui sont derrière un Active Directory classique. Là, je vous ai mis uniquement la cartographie, bien évidemment, de la sécurité liée à l'identité. Mais bien sûr, vous avez d'autres outils comme Defender for Endpoint, comme Defender for Office 365, etc. Comme on est sur l'identité, là, c'est vraiment intéressant de cartographier ça uniquement sur la partie identité. Et comme je vous l'ai dit, la stratégie Zero Trust de Microsoft est identity centric, c'est-à-dire que la base, le service principal qui est utilisé pour faire de la sécurité et qui est utilisé d'ailleurs de manière worldwide et le service le plus critique se nomme Azure Active Directory. Et Microsoft base toute son intelligence et toute, on va dire, sa stratégie de sécurité autour d'Azure Active Directory, puisque c'est lui-même, en fait, qui va être le point d'entrée à tout ce qui va se passer derrière. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va parler d'authentification et d'autorisation. C'est pas pour rien que j'ai commencé par ces termes. Et c'est là, effectivement, que à chaque fois, en fait, qu'il y a un signal, ici, Azure AD signal qui est émis à Azure AD, vous allez automatiquement, c'est Azure AD va vérifier automatiquement en fonction de tout ce que vous avez configuré des points de contrôle. Donc, l'identification de l'utilisateur, la pertinence de l'utilisateur, l'état de santé de son device, pourquoi pas la data classification, est-ce que les données sont chiffrées, pas chiffrées, classifiées, pas classifiées, sa partie authentification, etc. Et ce qui est intéressant, comme vous pouvez le voir ici, c'est qu'on a deux chemins. C'est-à-dire que dans le Zero Trust, on va aller au-delà. C'est-à-dire que plutôt que d'authentifier les utilisateurs et les administrateurs, donc les comptes à privilèges au niveau Azure AD par le même chemin, c'est-à-dire par les mêmes moyens de vérification, en fait, on va les séparer logiquement par des conditional access, tout simplement, d'accord? Ce qui fait que l'utilisateur classique aura son propre chemin de vérification et d'accéder à Azure AD ou pas, en fonction de ce qui est rempli comme condition. Et vous avez les administrateurs, donc les comptes à fort privilège, qui, eux, vont subir un autre chemin avec d'autres points de contrôle, etc. Ce qui fait qu'on décorrèle en fait la partie user de la partie admin privilège, tout en gardant le Zero Trust en place. Okay, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est des admins qui doivent être plus protégés que des users normaux. Ça, c'est faux. Aujourd'hui, on nous l'a démontré et c'est démontré de partout. N'importe quelle identité est sensible au même titre finalement. Ça paraît contre-productif ce que je vais vous dire, mais n'importe quelle identité est sensible au même titre qu'un compte à privilège. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, si on arrive à rentrer et à hacker un compte ou à subtiliser via un phishing, etc., un mot de passe d'une identité classique, avec ça, on va pouvoir faire du mouvement latéral, on va pouvoir remonter, comme je vais vous le montrer tout à l'heure avec la keychain, et ça permettra derrière d'avoir des conséquences graves. Donc au final, le Zero Trust, on doit traiter n'importe quel élément comme sensible, de toute façon. Et donc c'est ce qu'on dit finalement en termes de phrases qu'il faut retenir, c'est le Never Trust, Always Verify. Donc que ce soit une identité,
que ce soit la secrétaire, le PDG, l'IT, etc., ils doivent être traités de la même façon. Alors, bien évidemment, par contre, en termes de sécu, c'est là qu'il faudra être un petit peu intelligent et proposer des choses, euh, on va dire, décorrélées pour être beaucoup plus pragmatique quand vous allez avoir des problèmes pour pouvoir troubleshooter, etc. C'est pour ça que moi, dans ma vision Zero Trust, au niveau des conditional access, je vais toujours séparer les chemins. Donc, on aura un chemin utilisateur et un chemin administrateur. Et vous allez voir tout à l'heure qu'on va aller plus loin parce qu'on va rajouter un autre chemin pour les guests, parce que vous avez aussi des guests qui se connectent sur votre Azure AD. Et on va aussi avoir un autre chemin pour les workload identities. Finalement, on va se retrouver avec 4 éléments, 4 chemins qui doivent être traités de manière différente, mais de manière zero trust en termes de conditional access. Donc, en termes d'Azure Kill Chain, donc là, je vais aller vite parce qu'il est déjà 40. Juste un truc important, hein, ça, j'en parle souvent. Et ça, c'est une phrase. Alors, ça, c'est une slide que j'ai récupérée de quelqu'un. Je suis désolé, j'ai oublié de mettre la source. Ce n'est pas moi qui suis originaire de cette slide. Donc, je retrouverai la personne et je mettrai la source ici. Je suis désolé parce que je ne suis pas bien de s'approprier le travail des autres. J'ai trouvé intéressant ce qu'il a mis parce qu'en fait, finalement, les IT, on trouve toujours des bonnes façons, on va dire des mauvaises idées pour ne pas, en fait, améliorer la sécurité. Ah bah tiens, c'est un legacy system, donc je peux rien faire. Ah, parce que en fait, on a un NDA. Ah, parce que en fait, c'est une solution temporaire. T'inquiète pas, on va la changer. Ah, mais parce que c'est pas dans mon projet, c'est un autre projet. Le problème, c'est que le hacker, lui, il s'en fout de vos fausses excuses. D'accord? Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que on trouve toujours des bonnes, mauvaises raisons pour pouvoir ne rien faire et donc pour forcément étendre notre surface d'attaque. Du coup, au lieu de la réduire, on va l'étendre et forcément derrière, on risque d'avoir des choses qui peuvent être dramatiques. Et d'ailleurs, pour vous dire, hein, donc Azure AD, au même titre que l'Active Directory, dispose aussi de sa propre kill chain. Vous allez en fait ici, donc là, de la phase de reconnaissance jusqu'à la partie device evention, en passant par les énumérations, initial access, persistance, on va pouvoir en fait, en hackant un simple compte, si on arrive à bien le faire, on peut arriver à être jusqu'à global admin. Alors en plus, ce qui est intéressant, c'est que si on arrive, alors bien évidemment, vous allez me dire, il faut y arriver, mais attention, mais si on arrive à être juste local admin de la déconnect, là c'est la cata parce que ce sera encore plus simple. D'accord, avec les fameux comptes MSOL qui se retrouvent dans la déconnect. Donc, il faut faire très attention, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est de l'Azure AD que c'est des choses qui sont protégées par Microsoft, machin. Donc, vous avez quand même des choses à mettre en place et des choses à respecter pour que ça fonctionne bien et pour que vous ayez on va dire, les standards de sécurité. Donc là, je vous laisse ça, je vous laisserai lire ça un petit peu à tête reposée. Mais vous voyez ici, avec ces 10 étapes, en fait, on arrivera à être global admin sur Internet. Donc là, avec le module donc AAD Internals, vous allez pouvoir déjà faire de la reconnaissance sur plein de choses sans même vous authentifier sur le tenant. Donc avoir le tenant ID. Alors bien sûr, le tenant ID, ça vous servira à rien, je suis d'accord. Mais par contre, ça va me donner des éléments importants. Ça va me dire est-ce que le tenant il est fédéré, c'est-à-dire est-ce qu'il fait de la DFS ou pas. Donc s'il fait pas de la DFS, ok, bah du coup je vais orienter mon attaque de l'autre côté. Vous voyez. Donc c'est tout ça en fait, ça me donne des petits éléments. Et cette phase de reconnaissance, ça peut prendre des mois, voire des années. Hein. Donc ils sont pas pressés là-dessus. Donc c'est pour ça que c'est quand même important de bien comprendre ce qu'on peut avoir. Donc avec ça, avec les AD Internals, on est capable de voir pas mal de choses. Après ici en termes d'initial access, donc vous avez plein, en plus vous avez plein de choses qui sont déjà disponibles sur GitHub, donc par exemple du password spray ici. Que vous allez pouvoir utiliser. Vous allez pouvoir utiliser du password basic file. En général, vous pouvez être sûr, vous le déclenchez sur 10 000 comptes, vous pouvez être sûr que vous allez avoir des mots de passe un petit peu bizarres. Ça s'est prouvé, ça fonctionne. Et vous avez plein d'entreprises d'ailleurs qui ont été attaquées avec du password spray ou du spray tool avec ces types de tools là par exemple. Ensuite, vous avez la partie MFA. Là, ça devient intéressant parce que finalement, même si on a du MFA, on n'est pas réellement protégé quelque part parce que malheureusement, enfin, c'est pas le MFA qui a, si vous voulez, une brèche ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste la façon de faire. C'est-à-dire que là, avec Evengis, par exemple, donc c'est juste un reverse proxy. Donc, si j'arrive à me mettre entre vous et le reverse proxy, là, en fait, j'aurais pas le temps de vous faire la démo, mais là, je l'ai mis en place rapidement. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté l'utilisateur à mon reverse proxy. Et là, j'ai pu récupérer, en fait, son token. D'accord? Ici. Ensuite, ce token-là, je vais pouvoir tout simplement faire un copier-coller et l'injecter en fait dans Cookie Editor. Donc ici, donc là, j'aurais pas trop le temps de vous montrer, mais alors, ici. Donc là, en fait, je vais me connecter ici, d'accord. Là, je vais
forget ça. Je vais prendre ce token, je vais l'injecter ici. Et là, vous voyez ici, vous avez la partie persistance, la partie authentification et la partie signature. D'accord? Donc là, j'ai injecté le cookie et si je fais un refresh, en fait, automatiquement, regardez, je vais me connecter à la place d'utilisateur et bypasser le MFA. En gros, hein, donc là, tout ça, tout simplement, c'est pour dire que, attention, avec un reverse proxy, même si vous avez du MFA, en fait, je peux quand même, vous voulez votre cookie, si vous passez sur mon reverse proxy, et je peux directement aller vous connecter à votre place uniquement avec ce token. Donc, bien évidemment, il faut le mettre en place, il faut que l'utilisateur aille sur ce lien-là malicieux que vous allez lui donner. Alors, je vous rassure, la plupart, honnêtement, des antivirus, en fait, c'est repère ces URL malicieuses comme étant malicieuses, justement. Mais faut quand même faire attention, d'accord? Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous voyez, je peux voir ce que j'ai capturé. Donc là, j'en ai fait plein. Et là, j'ai capturé mon utilisateur Axel ici. Et j'ai même récupéré son password. Donc là, j'ai mis un bonjour 1, 2, 3. Donc j'ai pu récupérer son password. À la limite, son password, je m'en fous. Parce que si je mets son password, vous imaginez bien qu'il va me demander le MFA. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de ce token. Parce qu'à l'intérieur, il y a le claim qui a été accepté et donc il y a le MFA qui a été accepté. C'est pour ça que je peux passer directement sans MFA. Donc faites très attention là-dessus. Aujourd'hui, le seul moyen de se protéger contre ça, c'est bien évidemment le passwordless ou alors ce qu'on appelle le CBE, donc le Certificate Based Authentication, qui est basé sur Azure AD également. Voilà, ici. Donc là, avec FIDO2, ça va vous protéger donc sur cette partie-là si vous avez envie de mettre en place du FIDO2. Donc là, on va accélérer. Donc là, je vous laisserai lire la kill chain rapidement. D'accord? Et puis ici, vous avez la partie hardening. Donc là, moi, j'ai un modèle de sécurité que j'ai construit depuis plusieurs années déjà. Et là, je l'ai un petit peu amélioré. En fait, là, du coup, le hardening au niveau Azure AD, il va se baser sur 6 étapes de manière rapide, parce que là, il faut que je fasse vite, je suis un peu en retard. Vous avez la partie hardening Azure AD sur 4 étapes. Donc la partie renforcement des credentials, réduction de surface d'attaque, ensuite, une stratégie de détection de response et la partie identity governance. D'accord? Donc là, ici, je vais zoomer parce que peut-être qu'on ne voit pas très bien. Donc ici, voilà. Donc là, on va y aller dessus. Pardon. Donc là, on va avoir tout ce qui est MFA, Azure AD, Secure Score, password protection, la partie emergency account, etc. Ensuite, la réduction de surface d'attaque, on va retrouver essentiellement les conditional access, tout le design du conditional access, la partie PIM, la partie PAM, la sécurisation des access tokens, comme je vous l'ai montré, la partie authentification contexte, etc. Ensuite, on va retrouver la partie mise en place d'un playbook avec Sentinel pour faire de la détection and response, donc faire de la réponse automatique en fonction des logs que je vais répertorier et que je vais avoir depuis mon Identity Protection, d'accord, donc sur du sign risk ou sur du user risk, par exemple, et la partie Defender for Identity, qui, elle, sur la partie Active Directory classique. Après, je mettrai en place toute la partie Identity Governance, donc la Naming Convention, l'Access Package, l'Access Review, etc. Ici, vous avez plein de quick wins à respecter, à mettre en place rapidement, donc notamment l'access portal ici, il faut le mettre à yes, donc là on va restreindre l'accès à l'administration pour les comptes qui sont non admin, parce que par défaut c'est un no, faites attention. La partie join domain, la partie join Azure AD device. Ici, la partie security group, par défaut, tout le monde peut créer des security groups et des M365 groups. Faites très attention. Même un utilisateur lambda peut le faire. Donc voilà, ça, c'est des étapes très classiques à mettre en place rapidement. C'est des quick wins, d'accord? Et surtout ici, la partie admin consent au niveau des applications. Par défaut, elle est consent for all users. Donc faites très attention à bien la passer sur le do not allow user consent et do not allow user consent. Et après, vous mettez en place un workflow pour pouvoir le faire, d'accord? Ça, c'est la partie gestion des guests. Je vous ai mis ici les options qu'il faudra tout simplement retenir et mettre en place. Donc là, c'est la partie 1. OK. Donc là, la partie 1, je vais aller vite, hein, mais donc là, vous avez la partie Secure Score, vous avez la partie MFA, vous avez la partie Smart Lookout donc pour la partie protection des mots de passe. Déploiement également du FIDO2. Donc pour moi, les admins, global admins, doivent passer sur du FIDO2. C'est obligatoire. En tout cas, selon mon modèle de sécurité, c'est comme ça que je le vois. Bien évidemment, création des comptes recovery account, donc les Breathless account, et respecter tout ça, donc disabler le password expiration, ne pas mettre du MFA, ne pas mettre dans FIDO2, et bien évidemment, activer les audits en cas de connexion de ces comptes-là. En termes de MFA, vous avez 4 choses à faire. Vous avez donc ici
configurer le MFA code matching, d'accord? Donc ici, donc le putsch passwordless, le number matching et le geography location. En fait, quand vous allez retrouver votre authentification, vous allez avoir toutes ces informations. Ça permet à l'utilisateur de se dire, ah bah tiens, moi je n'étais pas en Australie, donc si j'ai une demande d'Australie, c'est pas normal. Et vous avez le code matching pour éviter le MFA fatigue, plutôt que cliquer sur Approve, bien évidemment, vous choisissez le numéro. Donc ça, je ne vais pas vous apprendre, je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous avez aussi l'authentification forte ici. Ça vous permet tout simplement de déclencher et de faire des stratégies d'authentification MFA en fonction en fait de votre audience. D'accord? Donc ça, c'est très important aussi. Donc là, vous voyez ici, donc c'est encore en preview, hein, cette partie-là. Donc là, typiquement, je vais dire, bah tiens, je vais faire un truc pour les global admin, ok? Donc global admin stratégie. Et les global admin stratégie, ils seront obligés d'utiliser uniquement le FIDO2. Ce qui fait qu'en faisant ça et en faisant une conditional access, parce que ça marche avec les conditional access, une fois que j'ai défini ça et que j'applique une conditional access, l'utilisateur il n'aura pas d'autre choix que d'utiliser le FIDO2 pour pouvoir s'authentifier. D'accord? Donc ça c'est important, c'est vraiment pour forcer le moyen d'authentification. Ok? Là-dessus. Vous avez ensuite la partie fraude alerte à configurer. Et là, vous avez vu, vous avez une nouveauté. Donc, j'en ai parlé sur LinkedIn, le Report Suspicious Activity. Donc, qui permettra à l'utilisateur de faire un reporting directement s'il voit que il a trop de MFA qui ont été déclenchés et il sait que c'est pas lui, par exemple. Donc, ça, c'est important. Et dans Identity Protection, vous avez aussi la possibilité, hein, bien évidemment, ici, de configurer des choses assez intéressantes. Ici, d'accord? Donc, sur la partie risque, utilisateur et la partie risque policy, d'accord? Donc au niveau des règles ici, d'accord? Donc soit vous bloquez les accès, soit vous redemandez le MFA ici en cas de sign-in risk. Donc ça c'est vraiment important. Et d'ailleurs, les conditional access vont venir s'appuyer sur cette valeur-là, en fait, parce que quand vous faites votre conditional access, on va pouvoir venir s'appuyer sur cette valeur-là pour pouvoir déclencher des actions. Donc typiquement, vous voyez ici, si je prends ma conditional access et dans la condition, vous voyez ici, voilà, j'ai le sign-in risk. Mais en fait, ce sign-in risk là, que vous voyez, il est envoyé par l'Identity Protection. Donc forcément, si vous n'avez pas d'Azure AD P2, ça ne sert à rien de configurer ça, parce que vous n'aurez pas de signal provenant donc, du produit Identity Protection. OK? Ça, c'est important. Ensuite, Conditional Access Hardening, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très important, je vais séparer des chemins d'accès à mon Azure AD. Donc, j'ai les Conditional Access pour les Workload Identities, les Conditional Access pour les admins, les Conditional Access pour les standard users, utilisateurs standards, et les Conditional Access pour les Guest Access. Et les Guest Access aussi, on va pouvoir les gérer et on doit les gérer différemment avec des points de contrôle, etc. Donc là, je vous ai mis ici toute la stratégie conditional access que je vois, en tout cas en termes de Zero Trust, que j'arrête pas d'améliorer. Et j'ai rajouté le petit dernier, c'est le token protection. Hein. Ça vous permet, bien évidemment, de protéger votre token, donc le token qui est envoyé entre la machine Windows 10 et l'Azure AD quand vous authentifiez au niveau Azure AD. Donc ça, c'est important. Ça permet en fait de le protéger contre le vol de token. Après, j'avais eu une question, comment on protège les tokens access? En fait, les access tokens, en général, ils sont protégés justement par Identity Protection. C'est-à-dire que si vous avez un comportement malicieux au niveau du vol ou de modification d'un token entre vous et l'Azure AD, l'Identity Protection, il va vous dire attention, votre connexion elle est à risque. Donc du coup, vous allez pouvoir tout simplement derrière être alerté et après faire le nécessaire, redéclencher un MFA ou resetter le password de la personne par exemple, ou voire même le désactiver et faire un forensic pour voir un petit peu ce qui se passe. Mais en tout cas, ici, vous avez toutes les policies que je mets en place, en tout cas pour ce genre de, on va dire, de modèle Zero Trust. D'accord? Donc, encore une fois, important à bien séparer et à faire le design comme ceci, hein, d'accord, en fonction des scopes. Ici, donc, vous avez la partie, donc ça, c'est le petit nouveau dernier, donc la partie token protection ici. Alors, très important, par contre, ça fonctionne uniquement sur Exchange et SharePoint pour l'instant, au niveau web. D'accord? Ça fonctionne uniquement sur Exchange et SharePoint Online pour l'instant. Ensuite, la partie PIM, donc la PIM, ça prend rien, c'est le Just in Time Access. Vous activez le PIM pour tous les comptes qui nécessitent, qui ont des comptes à privilèges. Et n'hésitez pas, bien évidemment à faire ce qu'on appelle les Access Review pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau de votre
accès, donc au niveau de votre éligibilité ou au niveau des accès qui ont l'éligibilité, par exemple, sur un compte Global Admin ou sur un compte Exchange Admin, Intune, etc. Ça, c'est vraiment important parce que ça vous permet vraiment de gérer vos comptes à fort privilège de manière granulaire. Ça, c'est très important. Donc, le PIM, c'est pour moi obligatoire. On ne peut pas se passer de PIM. Il faut investir. C'est de l'Azure AD P2. Ça ne coûte pas très cher. C'est obligatoire. Donc, ça vous permet aussi de traquer les usages. Ça vous permet aussi, bien évidemment, d'auditer aussi ce qui se passe au niveau du tenant. Donc après ici, ça c'est un petit aparté, mais c'est la partie protection des identités au niveau de l'Active Directory. Donc c'est le Defender for Identity, comme je vous l'ai dit, que je mets en place. Donc c'est du machine learning et ça va détecter toutes les attaques comme du DC Shadow, comme de pass de hash, pass de ticket au niveau de l'Active Directory. Et là, vous serez prévenu. Et après, bien évidemment, ça peut remonter dans Sentinel. Et dans Sentinel, on pourra ensuite déclencher des playbooks si on en a besoin, bien évidemment. Et ça, c'est la partie Identity Governance. Comme je vous l'ai dit, ben voilà, on va créer des comptes, on va envoyer des choses automatiques, l'enregistrer dans un groupe automatique, le mettre dans un Teams automatique, lui envoyer son TAP, donc Temporary Access Password de manière automatique, lui envoyer un message de bienvenue, etc. Et bien évidemment, qui dit pour nouvel utilisateur, dit aussi pour un utilisateur partant. Donc, s'il y a un utilisateur qui part de l'entreprise, je vais aussi pouvoir faire déclencher un workflow inverse qui va automatiquement faire une série de tâches, le désactiver, lui enlever la licence, le mettre dans un groupe particulier ou l'effacer de manière particulière, etc. etc. D'accord? Ensuite, vous avez la partie 2, c'est l'external identities. Vous avez le tenant hardening au niveau de l'external identities, donc tout ce qui est cross-tenant B2B Direct Connect, la collaboration settings, et réduire la surface d'attaque des guests. D'accord? Donc les guests, c'est les term of use, les prevent download, c'est-à-dire qu'on leur donne accès à des choses mais ils ne pourront pas télécharger par exemple des fichiers, etc. Les sessions timeout et bien évidemment l'application des sensitivity labels au niveau des documents et au niveau aussi des Teams et des SharePoint, parce que comme vous le savez, on est capable de classifier les Teams et les SharePoint avec donc un niveau de classification. Et donc là, au niveau du cross-tenant, les bonnes pratiques, donc là je vous les mets ici, hein, je vous laisserai les lire à titre opposé, puisque là je suis en retard. Juste pour info, les guest access, on a 9 points de contrôle pour avoir quelque chose de correct et de sécurisé. 9 points de contrôle, donc déjà conditional access pour tout et de manière granulaire pour tous les guests. Dynamic group, donc moi c'est ce que je fais, j'ai toujours un dynamic group qui regroupe tous mes guests, comme ça derrière je peux faire des actions dessus. Par exemple un access review, pourquoi pas, pour me déclencher ensuite un weekly, un rapport pour me dire bah voilà les guests qu'il y a chez toi. Voilà. Le hardening au niveau des block applications, puisque en fait, quand vous invitez quelqu'un dans votre Azure AD, il faut bloquer les autres applications, parce qu'en fait, par défaut, il peut accéder à d'autres applis. Donc, lui donner accès uniquement à ce qu'il a besoin. Donc, Teams, SharePoint, tout le reste, vous bloquez au niveau conditional access. Le term of use, bien évidemment, au niveau des conditional access. La restriction, c'est-à-dire on peut lui donner un accès à un site SharePoint avec le Access App Control au niveau Azure AD et Conditional Access et le Cloud App Security pour pouvoir, donc le Defender for Cloud App, pour pouvoir en fait lui donner accès mais sans qu'il puisse télécharger les documents. Ça, c'est important. On peut même aller loin, hein. On peut définir un contexte et en fonction du contexte où il se trouve, il peut télécharger ou pas. Donc là, c'est vraiment, ça peut aller vraiment très loin. Les sessions timeout, l'access review pour les guests, ça c'est important. Les labels au niveau des teams et bien évidemment des logs dédiés pour les external users. Okay, pareil pour les workload identities ici. Donc en fait, on considère aujourd'hui il y a un humain pour 5 workload identities dans un tenant et demain en fait il y en aura beaucoup plus, comme on peut le voir ici. Et dans ce cas-là, vous avez toutes les bonnes pratiques ici à mettre en place. Pareil. Je suis désolé, donc je vais avancer vite, je suis en retard. Vous avez ensuite la partie 4 qui est Privilege Access. Donc là, les Privilege Access, c'est une stratégie pour faire en fait du tiering modèle, un peu comme ce qu'on est côté AD, mais côté Azure Active Directory avec un modèle 3 tiers, où là, on va vraiment séparer de manière physique les accès aux tenants. Vous avez l'administratif pass et le user pass. Donc là, l'administrateur pass, il va utiliser ce qu'on appelle une station PO, une Privilege Access Workstation. Cette station PO, ça va être une machine dédiée à l'administration qui va être sécurisée de manière très spécifique et qui va donner accès uniquement à l'administration. C'est-à-dire que si l'utilisateur admin utilise une autre station pour administrer le tenant, ça ne marchera pas. Et ça, bien évidemment, ça se gère avec les conditional access, Intune et la partie Azure Active Directory. Voilà, donc ici, je vous ai mis un peu les bonnes pratiques à mettre en place.
D'ailleurs, hein, la partie Pau, donc la station, on pourra la. Moi, ce que je fais, c'est que je la génère dans Intune. Donc, c'est une station qui n'est pas connue dans l'AD, très important. Et aussi, elle est gérée directement depuis Autopilot. Donc, comme ça, c'est fait automatiquement et on a toutes le hardening Intune au niveau de la machine. Donc, les tiers modèles, du coup, ressembleraient comme ceci. On a la partie Access Privilege, on a le Control Plan, ensuite au niveau de l'Azure AD où il y a des applications, etc. Et on a le tiers 2 qui, lui, regroupe les utilisateurs classiques. D'accord. Donc, on a le tiers 0 pour les admins, le Control Plan pour tout ce qui est applications, données, etc. Et le tiers 2 pour la partie utilisateur externe ou utilisateur normaux. Ensuite, la partie 5, opération, on a la partie SecOps. Donc là, SecOps, hein, c'est quoi? C'est tout ce qui est gestion de log, tout ce qui est gestion des alertes. Donc, soit une stratégie avec Splunk, par exemple. J'ai des clients qui font avec Splunk, soit une stratégie totalement Microsoft avec Sentinel, pourquoi pas. Et ensuite, déclencher des playbooks automatiques, faire du hunting avec des KQL, des requêtes KQL pour voir un petit peu ce qui se passe, etc. Et bien évidemment, pour finir, n'oubliez surtout pas ce point qui est très important, c'est la partie opération, process, training et alerting. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place, la partie opérationnelle, faire du L2, L1 pour que les gens puissent, en fait, rentrer dans votre modèle Zero Trust, hein, donc les admins, par exemple, niveau 2, qui pourront changer des choses, etc. Faire un bon modèle de délégation, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Et la partie training aussi, qui est très important. Et aussi, bien évidemment, la partie administration, dans le sens où forcément, vous ne serez pas tout seul à gérer ça. Donc, il faudra une certaine gouvernance au niveau du tenant pour pouvoir apporter de l'opérationnel de manière globale au quotidien. Parce que là, c'est beau, c'est bien beau de parler de Zero Trust, etc. Une fois que vous avez mis votre modèle en place, ce modèle, il faut qu'il soit opérationnel au quotidien. Si personne ne peut l'utiliser, ça ne sert à rien non plus. Donc, vous voyez, ça, c'est important. Voilà, donc pour conclure, 12 étapes de manière tranquille pour pouvoir en fait faire du Zero Trust au niveau d'Azure Active Directory, comme je vous l'ai montré en fait avec le modèle. De toute façon, je vous donnerai les slides et vous allez pouvoir donc les utiliser. Et puis bien évidemment, le modèle Zero Trust que je vous ai montré, donc il est tout neuf, je viens de le refaire avec les nouveautés que Microsoft nous a proposées. Et bien évidemment, si vous avez des questions ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour ça aussi. Et pour finir, une to-do list, bien évidemment, alors j'insiste toujours sur ce point-là. Oubliez tous les autres points. Vous avez également juste ça, la partie patch, patch et patch. Parce qu'en fait, si vous patchez pas, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça sert à rien. Donc, s'il vous plaît, le patch, on doit vraiment avoir une stratégie de patching infaillible. Voilà, c'est le mot, c'est très important. Patcher, patcher et patcher, c'est très important. Après, bien évidemment, vous avez tout le reste pour pouvoir vous amuser. Voilà, écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis désolé, j'ai eu un quart d'heure de retard parce que j'ai eu, comme vous avez vu, les slides, c'est assez dense. La partie authentification est assez, on va dire, compliquée à expliquer de manière très simple. Donc, j'espère que j'ai été clair et concis et j'espère que vous avez bien apprécié la session. Et bien évidemment, donc maintenant, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vais pouvoir y répondre. Comment c'est une prem si on synchronise? Alors, en fait, comment on situe l'AD on-prem si on synchronise cette vision 0.13 de Microsoft? En fait, la partie on-prem, c'est pareil. C'est-à-dire que, alors, bien évidemment, on n'aura pas la granularité des conditional access côté AD, parce que AD, il n'y a pas de conditional access, si tu veux. Mais par contre, tu vas quand même pouvoir appliquer tout un principe basé, en fait, sur du CIAS, tout ce que tu veux, pour pouvoir apporter du hardening au niveau de l'Active Directory. Et notamment, déjà, ça commence par le tiers modèle, ce qui est très important. Avant même de commencer à mettre des outils de sécurité au niveau AD on-prem, ça résiste bien. Si vous n'avez pas de tiers modèle, ça ne sert à rien. C'est très important d'avoir d'abord le tiers modèle, d'avoir une infrastructure très robuste en termes de hardening, sécurité au niveau des protocoles, au niveau des GPO, etc. Et ensuite, on pourra passer sur la partie autres outils de forensique, etc. Alors, j'ai une autre question. En tant que solution externe de gestion d'identification, peut-on créer des comptes directement dans Azure AD sans passer par l'AD? Oui. Et rester le mot de passe, déléguer l'authentification en utilisant LDAP-S. Alors, la première question, oui, tu vas pouvoir créer des comptes. Je ne sais pas si j'ai bien compris, Antoine, hein, mais la première question, oui, hein, tu vas pouvoir créer tes comptes dans l'annuaire directement sans passer par un AD, parce que du coup, ça va être des comptes cloud, d'accord? Donc, ça va être des comptes directement, comme tu peux le voir ici, en fait, attends, je vais te montrer, provisionnés en fait dans Azure AD.
ici, d'accord? D'ailleurs, je vous rappelle, hein, maintenant vous avez 2 façons de débrider votre identité. Soit vous avez l'Azure AD Connect, donc l'AD Connect qu'on connaît depuis toujours, soit vous avez l'Azure AD Cloud Sync. Le Azure AD Cloud Sync, lui, il base et il fait la synchronisation depuis le cloud. Voilà. On en reparlera plus tard. Et après, la deuxième chose, c'est déléguer l'authentification de l'utilisateur à un Azure en utilisant LDAP-S. Non, ça, c'est pas possible parce que la partie LDAP, elle est côté AD, elle n'est pas côté Azure AD. Je ne sais pas si je t'ai bien compris, cela dit. Alors, est-il possible de créer plusieurs stratégies de mot de passe plus la double authentification? Bah, en fait, dans ici, si tu veux, dans la partie, authentification forte, en fait, rien t'empêche de créer plusieurs, méthodes, en fait, hein. Et après, tu peux les merger en fonction de ce que tu veux. Comme tu peux le voir ici, typiquement, voilà, moi, si j'en crée une, je peux être un petit peu, on va dire, moins virulent, OK? Heu, moins exigeant et je peux dire: «Bah, voilà, je demande le Windows Hello, je demande le FIDO, mais je vous autorise aussi l'application Microsoft», par exemple, OK? Ou je vous autorise, je sais pas, hein, le temporary password, donc le TAP, par exemple, et cetera. Je sais pas si c'est ça ta question, du coup, Thomas ou ouais, Thomas, je crois. Je vois pas très bien, désolé. Merci Antoine. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a intéressé et j'espère que vous avez bien compris surtout la première phase, hein, de la presse, qui est intéressante aussi, hein, comme je vous l'ai montré ici, c'est la partie token, donc la gestion des tokens, la partie authentification et comme je vous l'ai montré, hein, en fait, vous avez vu, on a décortiqué chaque élément et on les a postés dans Postman et on a vérifié à chaque fois comment ça fonctionnait. Donc là, on est vraiment rentré de manière très granulaire et très deep dive dans la partie authentification et dans la partie cohabitation entre OpenID Connect et OAuth en utilisant les 2 endpoints, service endpoints qui sont ici, donc l'Authorization et l'Access Token, pour pouvoir générer de l'authentification. Alors, si on veut utiliser une registration avec des droits Azure AD, c'est possible. Alors oui, tu peux, mais ça, c'est déconseillé, honnêtement, parce que je vois pas pourquoi tu voudrais faire ça. En général, ce que tu fais, c'est que tu utilises des SPN, mais tu vas venir, en fait, ici, leur déposer des API permissions. D'accord? Ici. Donc, comme j'ai fait, en fait, dans ce modèle-là, si tu veux, et tu vas pouvoir venir ici dans Graph, donc ça s'affiche dans mon organisation. Et ici, tu vas pouvoir en fait définir tes droits. Après, bien évidemment, comme moi, j'ai créé ma propre API, donc là, je peux la retrouver ici, tu vois, et je peux lui donner accès, comme ce que j'ai fait d'ailleurs, soit en mode délégué, soit en mode application permission. Voilà. Mais en général, c'est quand même déconseillé de donner des droits. Par exemple, moi, avant, c'était possible. Enfin, on le faisait, mais en fait, maintenant, le paradigme a changé. C'est un petit peu déconseillé. On peut utiliser le module Azure AD, par exemple. Oui, bien sûr, mais je peux pas utiliser. Ah oui, non, mais ah si, tu peux, si tu leur donnes les accès, les permissions en API justement. Si tu donnes tout ce qu'il faut, donc typiquement, ici, tu vois, par exemple, si je veux me connecter au service, hem, par exemple, RMS, je crois que c'est comme ça, alors attends, Microsoft. Par exemple, si je veux me connecter sur, Information Protection and Governance, la partie AIP, faut juste que je le retrouve, pop, 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 pop. En fait, c'est ici que tu vas donner les droits, en fait. C'est vraiment via l'API et c'est pas au niveau des droits, rôle Azure AD, c'est encore plus fin. Par exemple, si je veux faire de l'Intune, tu vois ici, voilà, je peux jouer la partie Intune, enrollment et cetera et c'est vraiment au niveau de l'API, en fait, permission, que tu vas pouvoir gérer ça. C'est là que ça devient intéressant. N'hésitez pas à nous faire un retour, sur la session, si ça vous a plu, si vous avez trouvé le contenu intéressant et surtout le format qu'on vous a proposé. Donc, alors bien évidemment, j'ai un petit peu dépassé parce que le sujet il est assez vaste et assez complexe. Donc je voulais vraiment vous montrer la partie développement et la partie donc, sécurité hardening de la partie Azure Active Directory basée sur du Zero Trust.
Exactement. Donc là, il est prévu pour 12h20 pour les questions-réponses, donc c'est pas un souci. Merci, JC. Oui, non, non, ah oui, ah, si c'est ça ta question, non, tu peux ça marche pas comme ça, Thomas, oui, effectivement. Et donc là, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui travaillent avec des développeurs, si vous avez des questions là-dessus, parce que j'ai pas mal travaillé dessus, j'ai pas mal creusé le sujet. N'hésitez pas, on pourra discuter de cette partie-là pour, en fait, gérer les identifications avec les développeurs, avec une application from scratch développée maison. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce travail-là, là, on fait vraiment tout à la main, parce qu'en général, hein, quand vous intégrez une application dans Azure AD, en fait, ce travail-là, vous le voyez pas. Vous le voyez pas, pourquoi? Parce que, en fait, comme c'est des choses qui sont pré-intégrées par Microsoft et par l'application elle-même, donc là, si je fais une nouvelle application, d'accord? Et là, je prends, je sais pas, par exemple, n'importe quoi, hein, je prends Atlassian, OK? Effectivement, ici, en termes d'authentification, en termes de claim, en termes d'échange, et cetera, bah, c'est un peu plus simple parce que je vais pas avoir tout ce côté, back, front, prendre l'ID, se connecter, créer des scopes, créer des claims et tout. Parce qu'en fait, ça va être géré dans l'application au niveau Azure AD parce que ça vous facilite la vie, en fait. D'accord? Mais par contre, si vous développez une application métier from scratch, là, par contre, vous serez un peu obligé de mettre les mains dans le cambouis. Alors, Alexandre, oui, oui, alors je vais en faire un justement. Alors, j'en ai déjà fait un sur un webinaire sur les stations Pau et Intune, en fait, où j'ai une stratégie Intune qui fait du hardening pour des stations Pau, donc Privilege Access Workstation. Bien évidemment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire et puis on essaiera de vous faire des webinaires, un webinaire là-dessus, dédié sur la partie Pau et Privilege Access Workstation et Intune. Enfin, du coup, Microsoft Intune parce que c'est le nouveau nom. Quelle est la bonne pratique pour rendre accessible une application in Azure AD? Non, non, là, une application interne, ouais. Donc, alors, pour faire authentifier en général une application Azure AD, on va passer par ce que je vous ai montré, une application interne dans Azure AD. Pour bénéficier de l'Azure AD, on va utiliser ce que je vous ai montré, d'accord? Par contre, si vous souhaitez publier une application à l'extérieur, d'accord? Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle Azure AD Application Proxy. Et Azure AD Application Proxy, lui, il va vous permettre tout simplement, pareil, en fait, de venir intégrer des applications on-prem. OK, c'est ça, en fait, application proxy. Et vous allez pouvoir, d'ailleurs là, ça je l'avais fait sur un de mes tests, d'accord, ici sur un connecteur, et vous allez pouvoir donc externaliser l'authentification sur des applications internes qui n'ont pas d'authentification Azure AD, par exemple. Mais c'est quelque chose de différent parce que ça, en général, on fait ça pour éviter en fait d'avoir une DMZ et placer, si vous voulez, l'application dans une DMZ, etc. Celle-là, on l'appelle un peu la DMZ 2.0, où en fait, l'application, elle va passer par par ce proxy, et c'est ce proxy qui fera l'authentification avec Azure AD. Voilà. N'hésitez pas, hein, on a encore 6 minutes ensemble, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, d'autres interrogations, ou sur des choses sur lesquelles je n'ai pas été clair, volontiers. Les diapos, oui, oui, bien sûr, vous allez normalement les avoir et le replay est aussi disponible. Oui, c'est limité, mais il y a quand même des choses qui est en train d'arriver et puis avec comme je vous l'ai dit, avec Microsoft Entra, hein, donc d'ailleurs Microsoft Entra, c'est ça, c'est entra.microsoft.com et là, vous allez d'ailleurs, honnêtement, prenez l'habitude de passer par ce portail parce que je pense qu'à un moment donné, à mon avis, je sais pas, hein, mais je pense que ça se trouve, on va devoir passer que par là. Mais en tout cas, moi, j'ai pris l'habitude de passer par Microsoft Entra. Pourquoi? Parce que, en fait, tout est, si vous voulez, bien rangé dans des catégories. Vous avez la partie user, vous avez la partie groupe, vous avez la partie application, appareil, la partie sécurité et gouvernance. Et là, vous avez tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on peut limiter dans le temps une règle condition access? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Franck?
Alors, est-ce qu'il est possible de faire une application pour faire du legacy? Honnêtement, Bruno, là, tu me poses une colle. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Surtout si du legacy, je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Je pourrais me renseigner, parce que je t'avoue que j'ai pas fait le test, mais logiquement, si je dis bien logiquement, vu que tu passes par Azure AD, en fait, non, vu que tu passes par Azure AD, normalement, tu vas pouvoir le faire, je pense. À tester, parce que ça dépend si l'application derrière accepte les claims FIDO2, en fait. Mais à tester, ça peut être intéressant. Ouais, excellent le lien pour les pots, merci. Non, ça on peut pas. On peut pas gérer dans le temps l'intemporalité d'une conditional access, ce n'est pas gérable. Comme tu peux le voir, tu peux pas dire que cette conditional access est valable, par exemple, une semaine et puis ensuite elle s'autodétruit automatiquement. Ça, tu ne peux pas, malheureusement. Par contre, d'ailleurs, je voulais vous montrer, hein, vous avez les stratégies à partir de modèles ici que vous allez pouvoir aussi utiliser, hein. Donc là, ils en ont fait d'autres. On a la partie fondation de sécurité, le zéro trust, le travail à distance, protéger l'administrateur et menaces émergentes. Sachant qu'honnêtement, la plupart des onglets, en fait, vous allez retrouver plus ou moins les mêmes conditional access. Vous n'avez pas d'autres questions? Moi, j'en ai une. Est-ce qu'il y en a parmi vous donc qui ont déjà travaillé avec, comme je vous ai montré sur la première étape de la présentation, sur la mise en place donc en fait d'authentification de manière comme ça, en fait découpée pour bien comprendre les tokens, etc. Est-ce que vous avez déjà un retour d'expérience là-dessus? Ou peut-être que vous avez fait d'autres méthodes? Moi, je suis curieux de savoir. Ça m'intéresse. Puis moi, je trouve qu'on apprend toujours plus quand on est ensemble. Donc, si vous avez un retour d'expérience, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Ça peut toujours être intéressant. Ou la partie authentification décentralisée. Donc, celle-ci, là, le Verified ID. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont de l'expérience ou qui ont fait des tests là-dessus. En fait, je suis preneur. Pour être honnête, je n'ai jamais pu tester ça. Ok, bah écoutez, on approche à la fin, il est 18. Juste le temps pour moi de vous dire au revoir et de vous remercier infiniment pour votre temps. Donc, si vous avez, comme je vous l'ai dit, des questions autres, vous pouvez me revenir vers moi. Je vous remercie et j'espère en tout cas que la session vous a plu et que malgré la densité de la session, vous avez quand même appris des choses intéressantes. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très très bonne journée et on se dit à très bientôt pour d'autres aventures.